Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. On continue notre série d'émissions sur le tournoi TTS, un festin pour les coqs organisé par Bob Bernard. Bonsoir. Et avec nous, deux joueurs du tournoi, Kouran Koun Salut. ainsi que Léonard. Bonsoir. Le tour 3 s'est terminé hier soir. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce tour? Déjà, on a eu beaucoup de matchs plutôt serrés. Quand on regarde les scores, 12-10, 10-11, 10-8, 11-8, 12-10. Donc, il y a beaucoup de scores serrés. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, forcément, hein, la victoire table 1 de Chabalou 11-1, c'est aussi assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à avoir une belle défaite avec cette liste Penrose de Micro Magic. On n'a pas eu d'égalité cette fois, ouf. Et on n'a eu qu'une partie entre Léonard et Puron Koun qui se termine donc par une victoire de Léonard 12-10. Donc assez serré. Donc je vous invite à vous présenter. On va commencer par Kouran Koun. Puron Koun, Geoffrey de mon prénom. Donc moi je fais partie de l'association comme Bob Bernard de Tanlorn, donc dans le 57, près du Luxembourg. Rapidement, moi j'ai toujours été dans le wargame. J'ai commencé, je pense comme beaucoup, parce que j'ai une trentaine d'années. J'ai commencé à l'époque avec le Seigneur des Anneaux qui était sorti dans les éditions Atlas. Donc j'ai encore d'ailleurs des vieilles figurines qui sont toutes mal peintes, mais que je garde parce que je me dis que quand je vois mon niveau, je fais quand on vient de là, c'est sympa. Et du coup, j'ai commencé comme beaucoup de mon club en même temps que Game of Thrones est sorti. Puis comme j'aime beaucoup l'univers, donc j'ai commencé de base avec des Stark. Parce que à l'époque, il y avait que, entre guillemets, je crois Nathan qu'il y avait que les Stark, les Lannister qui étaient sortis, peut-être les neutres. Il y avait aussi Night's Watch et Free Folk. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme je suis un joueur, j'aime bien les Stark et puis que c'était une armée, je me suis dit c'est une armée entre guillemets qui va être simple à jouer et oui et non en fait. Et non, puis c'est une armée qui a beaucoup d'entrées et je pense qu'il y a pas mal de gameplay différents. Puis après, j'ai voulu tester les Baratheons, tout simplement, parce que... Alors, ça peut paraître étonnant, parce qu'en général, quand on fait une armée, on se dit, j'aime le fluff, du coup, je vais commencer cette armée-là, mais les Baratheons, en fait, j'avais juste envie de voir, je l'ai acheté pour tester ce que ça donnait en termes de mécanique de jeu. Pourquoi TTS et pourquoi t'as inscrit à ce tournoi? Bon, d'accord, vous habitez à côté, vous connaissez le même club. Bon, ok. Ah, ceux qui organisent le tournoi, c'est mon ami. Et pourquoi? Ouais, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais déjà participé à un tournoi IRL qu'on avait organisé au club. Et j'ai toujours. En fait, je suis pas un joueur de tournoi de base. Et là, j'avais envie de tester. Je me suis dit, pourquoi pas sur TTS, ça peut être principalement l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se déplacer pour faire des tournois. Enfin, ça demande une certaine organisation quand on a une famille, tout ça. Ce qui n'est pas mon cas, donc ça va. Et du coup, on va dire que même si le tournoi ne réussit pas, les personnes que j'ai rencontrées sont entre guillemets très sympas. Et en tout cas, par rapport au retour que j'ai eu avec d'autres personnes qui font des tournois par rapport à Warhammer ou AOS, je trouve que la communauté, en tout cas de Game of Thrones, est plus entre guillemets sympa et mature. Après, c'est peut-être juste une impression, mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Très bien, mais écoute, merci. On va passer à Léonard. Alors, je m'appelle Alexandre, je suis de Besançon, j'ai une trentaine d'années. Je suis dans le wargame depuis, on va dire, 4 ans. Ça fait pas très longtemps. J'avais commencé quand j'étais fort jeune avec des figurines de 40K et mon père à l'époque m'a dit très vite, c'est trop cher mon petit. Donc du coup, j'y ai pas rejoué depuis que j'ai eu mes propres salaires. Et là, je me suis mis il y a 4 ans à Blood Bowl, grosse fréquence où je fais pas mal de tournois en France. Et à Infinity aussi, un super jeu de figurines futuristes d'escarmouche. Donc c'est les deux gros jeux. Et je suis arrivé sur Game of Thrones par un collègue qui joue à Blood Bowl, Galantil, qui est inscrit au tournoi également, qui m'a fait découvrir TTS. Et on a une dizaine de joueurs sur Besançon. Donc avant d'acheter des figurines, je me suis dit, pourquoi pas tester sur TTS? Ça permet d'acheter intelligemment. Du coup, j'ai fait des parties de test avec Galantil et puis après, je me suis inscrit au tournoi parce qu'il m'y a un peu poussé. Et du coup, je teste Free Folk sur le tournoi. Ça se passe quoi. Je pense pas que j'achèterais, mais ça se passe, c'est sympa quoi. On se peut acheter Free Folk ou acheter Non, Free Trône de Folk. Fer. Le jeu Trône de Fer, pour le moment, je suis à 80% satisfait.
Le seul truc qui me chagrine à peine pour le moment, c'est l'impact trop important des jets de panique par rapport sur la paire des unités. Pour le moment, je trouve que c'est un poil trop impactant, mais ça, c'est que mon avis. Est-ce qu'en face, tu avais Mélisandre? Non. Alors, ne te plains pas. Je respecte ton adversaire quand même. Je rigole. Ne te plains pas. Non, Et tu n'as pas connu la version avant la V1.5. Non, mais il paraît que c'était pire. Hein. Merci pour votre présentation. Mais du coup, vous vous êtes rencontrés lors de ce tour-ci. Donc, c'était le scénario. Dance with Dragon, Ouais, un truc avec dragon dans le nom, donc ça doit être ça. avec les 3 objectifs. Exactement, ouais, exactement. Donc, comment s'est déroulée votre partie? Quels ont été les faits marquants? Je me lançais gentiment parce que j'ai un peu grogné en début de partie et après le vent a tourné, mais ça c'est l'apanage des joueurs de Blood Bowl. On chouine un peu quand on loupe pas mal de dés, mais c'est normal. J'assume. Comment ça s'est passé? Pas mal, parce que déjà c'est un joueur fort sympathique. On s'est lancé tranquillement la partie avec une stratégie assez simple. Il avait mis une barrière de pique juste devant ma zone de déploiement, ce qui est un peu moche. Et bien entendu, par grande intelligence, j'avais posé le géant derrière. Donc bon, ça a un peu ralenti ma phase de progression, et il a très vite pris 2 objectifs. Celui tout à gauche qui blindait le NCU, et celui tout à droite qui permettait de rendre l'unité vulnérable et affaiblie. Et il a même pris, disons que tour 2, en fait, il marque le maximum qu'il peut, il marque 4 points. Et moi, je suis complètement à la rue. Je perds directement sur ce tour mon unité de Bone Lords, même. Donc, je suis vraiment pas bien, quoi. Je prends 4-0 et je perds mon unité de Bone Lords, qui pourtant charge des Warden de flanc, avec la charge gratuite des épées, qui fait pas grand-chose. Et derrière, sur l'activation d'attaque, ils font encore quasiment rien. Il me sort 2 gros jets de panique à 12. Et derrière, mes Bone Lords se font charger par les derviches et c'est le drame, quoi. C'était pas le plan, quoi. Donc c'est vrai que j'étais pas bien tour 2, quoi. Tu jouais ta liste avec Arma, mais le problème c'est que tes 2 listes sont avec Arma, donc je sais pas laquelle tu jouais. Ah oui, pardon, alors, excuse-moi. C'est la liste avec donc les Bone Lords, le géant, 2 raiders et une troupe de trappeurs. Donc j'ai 2 Sky Changers sur les raiders, qui étaient pour le coup 2 ours, les trappeurs avec Arma, les Bone Lords avec Rattleshirt, et puis un géant. Voilà, un truc assez solide. Et en NCU, j'avais Styr, Mans et Craster. Ouais. Tu mets les deux fois les mêmes NCU dans tes 2 listes? Oui, par manque d'expérience et de recul du jeu. Ok. Pour le coup. Ça reste un choix quand même qui est assez cohérent, je trouve, sur NCU. J'hésitais entre Craster et puis c'est les Dival. J'ai trouvé le côté de piocher des cartes tactiques et de redonner un peu de points de vie, un peu plus de résilience à mon armée. Sachant que les cartes tactiques en plus sont pas le point fort des Free Folk. En piocher plein, ça me permet de un peu pallier ce souci, quoi. Donc après ce tour 2 à 4-0, c'était compliqué. Je crois que même au début de tour 3, et comme moi j'avais fait sauter sa grosse unité qui me faisait peur à 5-0, je me suis dit, avec les Baratheons, j'ai réussi, ils sont pas rapides les Baratheons, j'ai réussi à avancer, à me faire une petite ligne, je me suis dit, 5-0 ça va, je suis confort, et puis là, 3 jets de panique ratés, il y a l'équivalent de 12 figurines qui sautent, et c'est ce qu'on se disait en fait, la partie aurait été plus intéressante. Bon, après, la partie était équilibrée dans le sens où on a fini sur un 12-10. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça aurait été entre guillemets moins violent pour moi et plus agréable pour moi à jouer si en fait les tests de panique, même si j'avais loupé tous les tests de panique depuis le début, si je perdais 1 ou 2 figurines lissées sur toute la partie, ça fait moins mal et ça permet on va dire de soigner ou de prévoir les choses. Là, quand tu perds autant de figurines, tu te dis ah oui, d'accord. Alors il y a encore le géant qui va taper derrière, il y a encore ça. Et là tu te dis, ouh là, tu te dis, ça va être violent quoi. Et après là je me suis dit, pour rattraper ça, après c'était genre, j'ai essayé de combler les trous quoi pour éviter le carnage quoi. Toi tu avais choisi ta liste avec Loras. Ouais. Tu l'as choisi pour avoir plus d'unités sur la table? Ouais, alors parce que je me suis dit, les free folk en général ils jouent beaucoup d'unités. Alors j'avais pas trop regardé sa liste, mais bon, en général les free folk ils jouent pas 4 persos sur la table, donc je me suis dit, si je jouais ma liste avec 4 activations, je me suis dit que ça aurait été un petit peu compliqué parce qu'on a beau dire, mais quand t'as la supériorité numérique, quand tu te fais attaquer de face et de flanc,
Même si tu fais pas mal, ça fait quand même la différence avec les petites cartes. Après, je pense que la liste que j'avais à 4 activations aurait pu être sympa, parce que j'avais la cavalerie Baratheon, j'avais 2 unités de Orlor avec la prêtresse. Donc je me dis que sur les tests de morale, avec Mélisandre, ça aurait pu faire assez mal, mais bon, je me suis dit, je vais tester plutôt Loras, parce que la liste. Je pense que la liste de Loras est moins violente à affronter dans le sens où c'est 2 derviches, 2 Rose Knight, des Warden, et puis Loras en commandant, quoi. Il n'y a pas d'attachement ou de. Donc, entre guillemets, je pense que pour l'adversaire, c'est moins. T'as pas besoin de te rappeler que tel personnage fait tel et tel effet, ou en plus avec j'ai 2 NCU dans la liste, Shira et Avaris, c'est pas non plus le combo ultime, quoi. Ça va. Et accessoirement, du coup, avec Loras, tu avais un commandant sur table pour le scénario. Ouais, pour le scénario, c'est ce que je me suis dit que c'était pas mal, ouais, effectivement. Quand même un sacré plus, oui. C'est ça. Loras qui a survécu jusqu'à la fin, je tiens quand même à le dire. Il restait 2 personnages, mais il a fait une petite retraite stratégique après que le géant ait tapé. C'est vrai qu'au tour 3, c'est le vent a tourné, on va dire. Ça a été violent, quoi. Le géant a chargé Loras, il n'a pas trop aimé, quoi. Les armures, ça fait mal dans les armures quand tu une boîte de conserve qui se brise. En 2 mots, les cartes du général Loras t'ont servi? Alors, les cartes de Loras sont pas mal, ce qui permettent de donner un peu de létalité, notamment le Sundering à short range. Mais le problème, c'est que quand tu joues Loras, t'es quasiment obligé de le jouer en centre de table, si tu veux que tes unités profitent de ça. Après, il a une carte qui est pas trop mal, que j'ai... Au départ, elle était bien, mais là, j'ai vraiment vu à quel point elle pouvait être sympa. C'est celle qui permet de remplacer une zone, de soigner et de retirer des tokens. Et t'es pas obligé de faire ça sur la même unité. Tu peux remettre un PV là, enlever un token là, si j'ai bien compris la carte. Hyper fort. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, Laurence en lui-même est vraiment bien. La partie que j'avais fait précédemment avec du Lannister, j'ai réussi à éliminer deux attachements, parce que sur un 3+, il permet de tuer un attachement à la place de faire un wound supplémentaire. Donc non, il est vraiment sympa. Mais bon, après, le problème, c'est que j'ai assez, comme je disais à Nathan et à Tonin, je pense que les Baratheons, c'est pas fait pour moi, parce que le problème, c'est que pour te jouer quasiment toutes leurs cartes, t'es obligé d'être déjà engagé. Et si t'es déjà engagé et que t'as quasiment plus de figurines, en général, c'est très compliqué à se projeter, je pense, je trouve en tout cas comme armée. Oui, ça s'appréhende, et jouer contre aussi, ça s'appréhende. Oui. C'est un peu le vent en poupe en ce moment, on en voit. Enfin, il y en a pas mal sur le tournoi, je pense, donc c'est vrai que c'est. Après, c'est une nouvelle faction, puis il y a quand même des choses qui sont intéressantes, quoi. Donc, je comprends Après, ils ont des commandants qui sont très très sympas. Je trouve que limite. Alors après, c'est mon impression, mais je trouve qu'il y a un rapport entre les unités et les commandants qui est un peu trop élevé, dans le sens où quand tu vois les unités de base, elles vendent pas du rêve. Quand tu vois les commandants ou certains de leurs persos qui sont vraiment vraiment forts, je me dis. C'est quand même pas mal. Hein. Oui. Après, c'est ce que je veux dire par rapport à d'autres factions, tu vois. Genre, les Warden, ils sont sympas, mais c'est pas violent, tu vois. Les Rose Knight. Alors, en fait, Baratheon, ça tank, mais ça fait pas, entre guillemets. C'est pas violent, je trouve. Alors que quand tu te prends une Mélisandre qui t'enlève 7 Rose Knight d'un coup, au tour 1, tu te dis, ouh là là, ou la partie elle va être dure, là. Tu te dis, ouf. Après, c'est le jeu aussi, quoi, c'est le jeu du dé, mais. Le défaut des Rose Knight reste principalement le moral, finalement. Si on veut leur faire mal, c'est avec le moral. Mélisandre sur les Rose Knight, forcément, ça pardonne. C'est vrai que pour des chevaliers, un moral à 6, c'est un peu too much, quoi. Après, peut-être 5 serait peut-être trop fort. Ouais. Après, ils peuvent pas tout avoir. Hein. Ah oui, clairement, ouais. Faut bien qu'il y ait un défaut quand même. Oui, non, mais c'est clair. Pour parler juste passion figurine, les figurines Baratheon sont vraiment les plus jolies à mon sens, qui sont sorties pour le moment. Je trouve les chevaliers avec les cornes et tout, il y a vraiment un... C'est dommage que qui est vraiment sympa. C'est dommage que les stacks soient pas ouf en termes de jeu, mais c'est vrai qu'elles sont classe. Ouais, c'est vraiment joli, quoi. Ça a de la gueule, quoi. Marrant, moi, j'aime pas du tout le style des figurines Baratheon. Ouais. J'aurais bien aimé les jouer parce que j'adore les personnages, j'adore le fluff, mais j'ai pas pu les jouer parce que voir des marteaux par des biomanes, non, moi ça m'a calmé. Après, toutes les unités de Baratheon sont sympas, mais c'est vrai que les sentinelles avec double marteau, tu te dis. On est dans Game of Thrones, on n'est pas dans World of Warcraft, tu te dis il y a un moment, tu vois, d'où les mecs qui prennent deux marteaux, quoi. Avec marteau, ça me passionne pas non plus aussi, donc voilà. Moi, les Baratheon m'ont vraiment pas attiré d'un point de vue visuel au niveau du starter. Je comprends, j'entends. Un autre fait marquant de la partie. Le MVP de la partie, c'est le géant.
il claque la team Valoras qui loupe son jet de volonté. Donc je crois que sur le jet, il lui reste plus que 3 unités. 3 Ouais, trous sur son unité de Loras et je récupère l'objectif parce que du coup, il force son jet de morale. Donc l'objectif sur les géants, ce qui est plutôt sympa. Et derrière, il va charger encore des derviches et il va encore charger l'unité de Warden où il reste 3 mecs. En gros, il fait le ménage, clairement. Et dernier tour, il se fait charger par ce qui reste de l'Horace pour essayer de faire tomber l'objectif. Et il est trop court. Du coup, le géant charge et finit le boulot parce qu'il a pris 4 wounds avec l'objo. Donc, du coup, il découpe complètement le truc. Et j'avais grappillé gentiment des points. Arma sur la gauche avait fait du travail de sable sur ses derviches pour pouvoir récupérer l'objo et marquer 2 points avec. Le géant qui avait l'objectif central et qui était quasiment intombable. Et sur le flanc droit, avec l'ours, j'avais réussi à piquer l'objectif au Warden. Parce qu'il leur avait mis un bon coup de pression sur le moral. Ouais. Ils n'ont pas kiffé le test de morale, ça. Les ours ont fait le taf. Hein. Il y en a un qui a fait une charge avec le bonus de plus 3 d'Arma. Donc du coup, il a fait 4 morts. Et sur le jet de morale, il en tue encore 4. Ouais. Ça a été sanglant, quoi. Vraiment sanglant. Ouais. C'est rentable pour un point, c'est rentable. Ouais. Pour un Après, certain. je veux pas dire, mais à côté de ça, les Loose Stark, tu vois, c'est it's over, tu vois. Donc ça s'est vraiment joué sur des choix stratégiques, ce qui est complètement cohérent. Sur des jets de morale, j'ai essayé d'optimiser au mieux. Ça m'a pas marché au début et derrière il a pris le retour de flamme. Je pense qu'il se sentait un peu trop en confiance. Et c'est vrai que je marque les 3 points qui me donnent la victoire au dernier tour. Donc je suis assez content. Voilà, faut le dire. Donc c'était cool. C'était une bonne game, dans une bonne ambiance. On n'a pas eu de mal avec TTS, ça marche bien. Donc c'est que de bons points. Il y a des gens qui programment ça de façon intelligente et voilà. Oui, faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Quand les choses sont Exactement. bien faites, ça nous permet de vivre le hobby à distance et de rencontrer des gens. Donc c'est tout ce qu'on demande, c'est super. Merci. Et toi, Bob Ménard, toi, tu as affronté Tonin, Et oui, c'est oui. ça, et tu as gagné. Yes. Un fait marquant de ta partie? Disons que les Immaculés ont fait le boulot bien, bien, bien. Je pense qu'ils l'avaient pas vu venir, en fait. Je l'avais mis de côté près d'un objectif et j'ai grappillé petit à petit. J'ai mis un token par-ci, un baristan par-là, Fiat aussi qui m'a bien aidé à piocher les cartes qu'il me fallait. Et une fois que j'avais toutes les cartes, que j'avais mis des tokens, paniqué, vulnérable et baristan sur sa grosse unité d'impact, j'ai chargé avec un Devastating Impact. Du coup, j'ai rasé le pack sans aucun problème, puisque bon, 14 dés, enfin, 12 dés, plus 2 touches automatiques, plus vulnérable, plus paniqué et baristan qui a bloqué Donald Noy. Il n'y a rien à faire, l'unité elle s'est fait massacrer. J'ai fait un overrun dans la foulée sur une autre unité, et à partir de là, voilà, les IMAC ont fait quasiment tout le boulot. À la fin, il lui restait un tracker sur toute la partie. C'est vraiment Bon, ça qui a tout changé, c'est la charge des Immaculés, et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire. Bravo à toi. Bravo. On va passer maintenant au tirage des appareillements du round 4. C'est bien Light in Darkness pour le round 4. Donc le scénario bêta qu'on a choisi pour le scénario à cartes. Alors, je vais juste faire du coup quelques mots sur ce scénario et Oui. puis après on pourra mettre le pairing. Donc Light in Darkness en fait c'est Wind of Winter, mais avec un système de draft. En fait on va pouvoir choisir ses cartes de mission. Et sinon, après, le reste, c'est exactement comme Wind of Winter. Donc, pour résumer, on commence à prendre les 10 premières cartes de mission secrète du paquet, après les avoir mélangées, bien sûr, et on les retourne, on lance un dé pour savoir qui va commencer à retirer une carte. Donc, celui qui a fait le plus grand retire une carte qui ne veut pas voir pendant cette partie. Donc, on peut penser, par exemple, à la carte qui score 4 pour le commandant, ou je sais pas moi, la carte sur les tests de panique, par exemple. Enfin, on peut envisager plein de choses. On va retirer une carte. L'autre joueur va faire la même chose. Donc ces 2 cartes-là déjà sont supprimées du jeu et personne ne les jouera. Ensuite, avec les 8 cartes qui restent, chacun son tour, on prend une carte. À la fin, on en aura 4 chacun. Donc c'est les cartes qu'on va pouvoir utiliser pour scorer à partir du round 2. Donc à partir du round 2, avec nos 4 cartes qu'on a en main,
On en choisit une qu'on pose face cachée et c'est celle-ci qu'on va pouvoir scorer pendant le round. Si on arrive à s'en servir, tant mieux. Si on n'arrive pas, elle est défaussée et on n'en parle plus. Et comme dans Wind of Winter, il y a l'émission ouverte. Donc on pioche une carte, on la retourne et les deux joueurs peuvent scorer avec cette carte. Voilà. Donc sinon c'est très très proche donc de Wind of Winter avec cette petite variante pour éviter de tomber vraiment sur des cartes horribles. Voilà. Et on sait aussi ce que l'adversaire va avoir et du coup ça donne un côté stratégique qui est vachement intéressant parce qu'on n'est pas sur de l'aléatoire pur et simple, on est en train de se dire bon, il a pris ça, il va peut-être la jouer à ce moment-là, tiens, donc c'est vraiment, vraiment sympa, je trouve, comme scénario. Ok, mais merci pour ces précisions. Et donc, dévoile-nous cet appariement du tour 4. Donc, table 1, je vais affronter Chabalou avec la terre. Ça va être compliqué pour du Targaryen, mais c'est pas grave. On profitera du scénario pour essayer de gagner des points. Table 2, Tonio Scorpio, qui est le 3e joueur à avoir que des victoires, qui va affronter Gallant Kill, justement, on parlait tout à l'heure, en Baratheon également. Ensuite, table 3, Mr. Fox et Mitro Magix. Table 4, Philippe et Tonin. Table 5, le Sultan et deux Cypher. Ouais. Table 6, Joss contre Skunk. Table 7, Reza contre Rugart. Table 8, nous avons Lapin Maniac contre Dragon Seb. Table 9, NEN Studio contre Philippe. Table 10, donc Léonard affrontera Titus. Tu rejoues contre du Baratheon, Léonard. Du bonheur. Table 11, Puron affronte à nouveau du Free-Fall. Ça va, tous les, que ce soit moi, mon camarade, on aurait eu déjà l'occasion de s'entraîner, donc ça devrait aller normalement. On va essayer d'attraper une deuxième victoire. Hein. Yes. Ce serait sympa. Je vous le souhaite en tout cas. Bah, merci. Je souhaite à tout le monde bonne chance pour ce round. Et n'hésitez pas, ceux qui ont des soucis avec le scénario, à me demander, je pourrais réexpliquer, je pourrais répondre à différentes questions s'il y a besoin. D'ailleurs, peut-être que j'aurais peut-être pu faire un petit document pour répondre à certaines questions au niveau des cartes, parce qu'il y a parfois des petits soucis au niveau de l'interprétation des cartes de Mission Secrète. Donc, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je mettrai quelques rappels sur le Discord pour expliquer, par exemple, la carte qui permet de scorer 1 point quand on utilise une action sur un objectif. On peut le faire avec une action gratuite, donc que ce soit la manœuvre gratuite d'une cavalerie, que ce soit avec l'attaque gratuite du tableau, la manœuvre gratuite du tableau, etc. Donc, toutes ces actions permettent de gagner 1 point. Il y a d'autres cartes qui peuvent poser problème, donc je ferai un petit résumé sur Discord. Merci à tous de votre présence et du compte-rendu que vous avez fait. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci Bob Bernard toujours d'animer ce tournoi qui marche bien et qui a l'air de bien plaire. C'est génial. Et avec Bob Bernard, on vous dit dans 4 jours pour la suite des événements. Donc, bonne partie à tous. Merci, bye bye. Yes. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.